Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à préciser que ma tenue n'a aucun sens aujourd'hui. Vraiment aucun sens. Faut absolument que je fasse une lessive. J'ai plus rien à mettre et il fait super froid dehors. Le temps c'est pitoyable depuis quelques jours. Petit disclaimer, je suis encore malade donc je vais certainement tousser, renifler. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour parler du niveau d'anglais qu'il faut avoir pour partir faire des études à l'étranger. Donc que ce soit le niveau que vous devez avoir personnellement, le niveau de certification qu'il faut avoir, etc. Cette vidéo va être répartie en 4 parties. La première, ça va être quel niveau global il faut avoir pour partir à l'étranger. La deuxième partie, ce sera sur comment certifier votre niveau d'anglais avec des examens et tout ça. La troisième partie, comment s'entraîner à ces fameux tests de certification. Et enfin, je vous donnerai un peu mon avis global sur ce genre d'examen d'anglais et tout ça. Je ne rentrerai pas dans les détails sur comment se passent les examens, quelles épreuves vous avez. Je resterai vraiment très superficielle. Voilà, on va s'en tenir à ces 4 points-là et c'est parti. Donc pour commencer, quel niveau il faut que vous ayez pour partir à l'étranger ? Bah en fait, ça va vraiment dépendre de votre université. Certaines universités vont vous demander ce qu'on appelle un niveau B2. Donc pour faire simple, il y a des résultats CEFR, voilà, qui vous donnent un niveau allant de A1 à C2. Donc A1, vous avez un niveau, vous ne savez pas parler anglais, clairement. Vous avez juste les premières bases. Et C2, vous êtes parfaitement bilingue. Donc ça va dépendre de votre université, mais globalement ce qui va vous être demandé c'est un niveau B2 minimum, voire C1 dans certaines universités, ce qui me semble des niveaux assez bons. Voilà, à partir de B2 on peut vraiment commencer à dire que vous avez un bon niveau d'anglais, c'est-à-dire que vous savez parler anglais, que vous savez comprendre les gens et que les gens savent vous comprendre. Et je pense que ça c'est un point important lorsque vous partez à l'étranger comme ça, c'est non seulement votre niveau de certification pour prouver que vous avez le niveau adéquat pour rentrer dans votre université, dans l'université choisie, mais également que vous sentiez suffisamment capable de parler en anglais tout le temps, de comprendre l'anglais aussi tout le temps. Enfin, lorsque les autres vous parlent en fait en anglais, il faut savoir comprendre. C'est tout bête, mais c'est quand même important. Donc voilà, faut que vous aussi vous le sentiez et ça, je vais l'aborder un petit peu plus dans le deuxième point, mais c'est vrai que les niveaux d'anglais que vous allez passer pour rentrer dans votre université ne reflètent pas à 100% votre niveau d'anglais. Tout ça pour dire que le niveau d'anglais qui va vous être demandé, ça va dépendre, mais globalement, ça va être un niveau B2 et C1 minimum. C'est jamais on va vous demander un niveau C2, par exemple. Ça, c'est jamais. Et d'ailleurs, le niveau C2 est... Enfin, j'en entends rarement parler du niveau C2 parce que c'est vraiment lorsque vous êtes parfaitement bilingue, donc ça veut dire que vous parlez aussi bien français et l'anglais. Et donc ça, bon bah c'est un peu compliqué une fois qu'on est adulte de devenir parfaitement bilingue, sauf si vous avez appris l'anglais dès tout petit et tout ça, mais voilà. Et rarement on va vous demander un niveau en dessous de B1. Voilà. C'est possible qu'on vous demande un niveau B1, mais c'est déjà assez rare. Et en dessous, c'est impossible parce que ça veut dire que vous ne savez pas... tenir une vraie conversation et vous ne savez pas comprendre forcément tout ce qu'on vous dit. Et ça peut être embêtant pour des études parce que voilà, si vous faites des études à l'étranger, certes c'est pour vous améliorer votre anglais, mais il faut aussi savoir se débrouiller déjà de base, sinon vous n'allez rien comprendre. Et voilà, le but c'est aussi d'avoir des très bonnes bases en anglais. Deuxième point qui va être un petit peu plus long je pense, c'est comment certifier de votre niveau d'anglais. Eh bien c'est très simple, vous avez différents certificats que vous pouvez choisir. Certaines universités vont vous demander un certificat en particulier, d'autres vont en accepter plusieurs et d'autres, alors ça c'est rare, je crois que j'ai jamais vu, mais vont juste vous demander un niveau B2 ou un niveau C1, mais sans préciser quel test précisément. Alors ces tests c'est quoi ? Eh bien ce sont des tests qui ont été faits par des anglophones. Donc vous avez le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS, le Cambridge et de plus en plus le Duolingo Test qui est de plus en plus reconnu voilà, à l'international.
Moi personnellement je l'aime bien, voilà, je le trouve assez sympa. Et vous avez également le PTE. Alors ça, le PTE, c'est plus pour obtenir votre visa, si vous voulez obtenir un visa dans un pays anglophone. Ça, j'en avais jamais entendu parler avant d'écrire la vidéo. Mais donc, si vous voulez partir en Erasmus, le PTE ne vous servira à rien. Donc voilà, vous avez le choix entre tous ces tests, le TOEIC, TOEFL, IELTS, Cambridge et Duolingo Test. Ce sont des tests, donc comme je vous le disais, faits par des anglophones pour essayer de certifier de votre niveau d'anglais. Alors le Cambridge, le gros avantage, ça c'est pareil, c'est un de mes colocs qui me l'a appris il y a quelques jours, le Cambridge est valable à vie, alors que les autres tests, c'est valable que quelques années. Alors je crois que c'est 2 ans pour certains, jusqu'à 5 maximum, jusqu'à 5 ans maximum, donc voilà, si vous passez votre certification d'anglais lorsque vous avez, admettons, 20 ans pour votre Erasmus par exemple, 5 ans plus tard, il peut être périmé et malheureusement, il faut en refaire un si vous avez besoin d'une certification pour le travail ou autre. Donc voilà. Donc moi personnellement, le Cambridge, je pense que je le recommanderais, même si c'est clairement l'un des plus difficiles. Évidemment, ce genre de test, ça se passe dans des centres d'examen, comme un examen du baccalauréat par exemple. Donc il faut payer. Et en général, ce genre de test, c'est assez cher. Ça va dépendre des tests et vous pouvez également avoir des réductions par votre université et tout ça, mais ça peut aller, c'est environ une centaine d'euros. Je vais donner une fourchette, c'est à peu près une centaine d'euros. Et le Duolingo Test est beaucoup moins cher, donc ça c'est bien, premier point qui est positif avec ça. Et deuxième point qui est positif, c'est que vous pouvez le passer en ligne. Donc si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, c'est plutôt pas mal. Ces résultats donc sont basés sur les niveaux CEFR, C-E-F-R, comme je vous parlais juste avant. Et donc c'est ce qui va vous donner à la fin un niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Mais un point que je trouve important de souligner parce que je l'ai vécu personnellement, j'ai passé le TOEIC il y a quelques ans. Je refais cette scène parce que justement je ne sais plus du tout quand est-ce que j'ai passé le TOEIC, donc je ne vais rien vous dire, mais en tout cas j'ai passé mon TOEIC il y a plus d'1 an. C'était le jour de mon anniversaire, donc j'avoue que comme cadeau il y a mieux. Mais donc voilà, j'ai passé le TOEIC et je devais avoir sur 990, je devais avoir 680 minimum, ce qui vous certifie un niveau B2. Mais genre c'est le minimum du niveau B2 pour pouvoir accéder au parcours anglophone de mon école. Donc les parcours internationaux avec des cours entièrement en anglais et tout ça. Je tiens à préciser que pendant que j'ai passé mon TOEIC, j'étais en cours, j'étais en semestre anglophone en fait. Donc je suivais déjà des cours en anglais depuis le mois de janvier et ce jusqu'au mois de mai à peu près. Donc moi je m'étais dit que voilà, ce semestre-là en anglais, ça allait m'aider à réviser ce fameux examen du TOEIC pour ma 4e année d'études en parcours anglophone. Et en l'occurrence, ça a été un fail total. J'étais très stressée et donc du coup, j'ai complètement raté mon TOEIC. Vous avez 2 heures, enfin faut speeder, faut pas prendre son temps, lire toutes les questions, blablabla. Non, faut vraiment speeder malheureusement. Et donc du coup, je l'ai terminé à l'arrache quoi. Et donc du coup, j'ai eu un très mauvais score. Toujours est-il que dans mes examens blancs, j'avais déjà fait des très bons scores. Donc du coup, j'ai envoyé mes résultats au TOEIC blanc à mon école. J'ai eu un entretien en anglais, j'ai réussi à négocier un entretien en anglais. Et donc du coup finalement j'ai pu accéder à ce parcours anglophone de 4e année. La morale de l'histoire c'est que ce genre d'examen c'est un peu comme le baccalauréat à l'époque, quand il n'y avait pas le contrôle continu, tout se joue sur un jour. Enfin le bac c'est sur une semaine mais vous voyez ce que je veux dire. Donc tout se joue uniquement sur ces 2 heures de TOEIC. Ou d'IELTS ou de TOEFL, blablabla. Comme je vous le disais, le TOEIC, moi personnellement, je ne le recommande pas, je vous le dirai après pourquoi. Et donc en fait, vous pouvez très bien vous entraîner chez vous, faire de très bons scores, et le jour J, rater votre examen. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage, en fait, qu'il n'y ait pas, déjà qu'il n'y ait pas d'oral, que vous ne parlez pas anglais, mais je trouve ça dommage de uniquement se baser sur ce genre de certification. Donc du coup moi finalement j'ai pu accéder à ma 4e année parcours international, parce qu'ils savaient très bien que c'était un coup de stress et que voilà j'avais raté l'examen à cause du stress, mais que finalement je savais parler anglais. Donc voilà, ce qui est une parfaite transition sur la 3e partie, comment s'entraîner à ce genre de test. Pour s'entraîner à ce genre de test, déjà faut vous y prendre à l'avance, sauf si vous savez déjà que vous parlez parfaitement anglais et tout ça, tant mieux pour vous très honnêtement.
Mais si vous devez atteindre un certain niveau et vous savez que vous n'avez pas ce niveau pour le moment, comment s'entraîner? Eh bien, c'est très simple. Faites des tests blancs. Voilà, faites des exercices d'anglais. Vous avez le très bon site Global Exam que je vous écrirai juste là. C'est un très bon site internet pour vous entraîner à ce genre de certification. Vous choisissez sur ce site le test que vous allez passer et d'ailleurs vous pouvez même passer des tests d'autres langues. Vous pouvez vraiment vous entraîner à tout ce que à n'importe quel test. J'ai un doute si il y a le Cambridge, peut-être. Mais en tout cas vous avez le TOEIC, l'IELTS, le TOEFL et tout ça. Et donc grâce à ça, vous pouvez vous entraîner et plus vous en faites, plus vous allez être préparé, plus vous allez être habitué à passer ce genre d'exercice et moins vous allez stresser. Je suis le mauvais exemple puisque j'ai fait un tas d'examens blancs et j'ai quand même beaucoup stressé le jour de l'examen, mais je suis stressée de base. Donc voilà, il faut vous entraîner. Ça franchement, il y a pas d'autre conseil, si ce n'est essayer de vous imprégner de la langue anglaise, écouter la radio. La BBC, ils sont plutôt clairs lorsqu'ils parlent, ils articulent bien, ils parlent des actualités, donc en même temps ça vous fait écouter un peu l'actualité internationale, ça vous aide et ça entraîne votre oreille à écouter de l'anglais. Vous pouvez lire en anglais, ça c'est très très bien. Lire en anglais, ça vous permet d'apprendre et de développer votre vocabulaire et ça c'est chouette parce que vous n'avez pas idée du nombre de mots de vocabulaire qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Mais en fait, lorsqu'on les utilise, on les comprend pas. En fait, je saurais pas comment vous dire, mais avec les amis anglophones que j'ai, enfin j'ai qu'un ami anglophone, lorsqu'il me parle, il utilise du vocabulaire que je comprends pas forcément toujours. Donc voilà, et c'est un peu dommage. Donc voilà, lire en fait, ça vous permet vraiment d'engorger de nouveaux mots de vocabulaire, des nouvelles manières de conjuguer et tout ça. Donc c'est vraiment la meilleure méthode. Lire et écouter de l'anglais. Et évidemment faire des examens blancs pour vous entraîner un maximum sur ce genre d'examen. Et faut surtout pas paniquer si vous faites un mauvais score lors de l'examen blanc. Autant faire le mauvais score le jour de l'examen blanc plutôt que le jour J. Ne soyez pas non plus ultra content si vous avez un ultra bon score. Ne vous dites pas ouais j'ai fait 900 sur 990 au TOEIC blanc, j'arrête de réviser. Pas du tout, parce que ça peut être un coup de chance. Malheureusement, hein, faut pas se le cacher que ça peut être aussi la chance, surtout lorsque c'est un QCM. Mais si vous passez d'autres examens comme le TOEFL ou l'IELTS, peut-être que le texte a été plus simple lors de l'examen blanc que ce que vous attendiez ou ce genre de choses. Donc faut jamais se reposer sur ses acquis, mais faut pas non plus voir le négatif si vous avez un mauvais score, parce que vous pouvez toujours changer ça en fait. Et enfin on passe à la quatrième partie, ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est de donner mon avis sur ce genre de certification. Ça reste, pour certaines certifications, notamment le TOEIC, ça reste très subjectif. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un mauvais score au TOEIC, clairement. Mais c'est pas pour autant que je ne savais pas parler anglais, puisque comme je vous le disais, tout se joue le jour J en fait. Donc si vous ratez, vous ratez. Et si vous n'êtes pas dans le mood, si vous avez appris une mauvaise nouvelle, si vous êtes fatigué, il y a un tas de raisons en fait qui peuvent faire que vous êtes stressé ou que vous n'êtes pas dans l'ambiance de passer votre examen en fait. Et ce qui est normal, c'est comme n'importe quel examen, le permis de conduire, le code, tout ça, c'est la même chose. Et ça c'est un peu dommage. Quand je dis dommage, c'est que dans le sens où ce genre d'examen, oui c'est sûr que si vous avez un très mauvais score, genre si au TOEIC vous avez 400 sur 990 ou que à l'IELTS vous avez 2 sur 9, ouais c'est sûr que là votre niveau d'anglais il est un peu bancal. Mais si vous avez des scores un petit peu plus élevés, comme par exemple au TOEIC 600 ou à l'IELTS 5 sur 9, c'est pas pour autant que vous ne savez pas parler anglais en fait. C'est bien, ce qu'il faut se dire, c'est que votre niveau de certification ne révélera pas 100% votre niveau d'anglais. Et au contraire, d'ailleurs, j'ai entendu une personne qui m'a dit oui, j'ai une amie qui a eu 900 sur 990 au TOEIC alors qu'elle ne parle pas anglais. C'est juste un coup de chance quand tu coches les cases au TOEIC, ou bien tu apprends parfaitement les conjugaisons, les mots de liaison et tout ça, et ça peut simplement être un coup de chance. Ce que je trouve dommage, c'est que vous allez apprendre, comme n'importe qui, comme moi j'ai fait, vous allez apprendre automatiquement les règles de grammaire, les règles de conjugaison, les règles avec les petits mots de liaison et tout ça. En fait, vous allez apprendre ça de manière automatique. Vous n'allez pas forcément comprendre le pourquoi du comment faut mettre ça et pas ça. Et en fait, vous allez peut-être savoir recracher tout ce que vous avez appris automatiquement lors de votre examen,
mais c'est pas pour autant que vous allez savoir le réutiliser. Je m'explique. Là, actuellement, je suis la personne ayant le plus bas niveau d'anglais de mes amis, clairement, enfin, je pense. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Moi, je suis là aussi pour m'améliorer et je sais très bien que, voilà, moi, j'ai pas un niveau de fou non plus. Je suis pas non plus bilingue, mais on peut dire que maintenant, je parle couramment anglais parce que je sais me faire comprendre des autres, je comprends les autres, j'apprends du vocabulaire que on n'apprend pas à l'école et donc voilà, ça m'aide dans la vie de tous les jours et ça change des verbes irréguliers. C'est important ce qu'on apprend à l'école. Encore une fois, c'est pas ça qui va, c'est pas non plus votre niveau scolaire qui va déterminer votre vrai niveau d'anglais en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais n'importe quel examen d'anglais, que ce soit le baccalauréat, qui n'est pas une certification, hein, je précise, ou les certifications TOEIC, TOEFL, IELTS et tout blabla, ça reste des certifications, ça reste un bout de papier sur lequel il y a écrit vous avez le niveau B1, B2, C1, C2 en anglais. Donc il y a une partie assez subjective dans ce genre d'examen. C'est pas pour autant qu'il faut pas les passer, ça reste des certifications importantes, mais c'est pas, enfin si vous ne pratiquez pas l'anglais derrière, si vous passez juste le TOEIC ou le TOEFL pour le fun, c'est mon école qui a payé mon TOEIC et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont passé le TOEIC parce que voilà, c'était gratuit, oh, c'est l'école qui paye. Et honnêtement, il n'y a pas de problème parce que vous pouvez vous dire, bah, je passe le TOEIC comme ça, alors que bon, bah, j'en ai pas grand chose à faire, ça me servira pas forcément et tout ça. Mais justement, vous allez être dans un état d'esprit différent, vous allez peut-être moins stresser et au final plus réussir que moi qui avait vraiment un enjeu derrière. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si vous passez ce genre d'examen avec un objectif derrière, essayez de vraiment vous assurer que vous avez un bon niveau d'anglais parce que ça coûte de l'argent. Ce genre d'examen, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps si vous voulez vraiment vous entraîner correctement. Il y a un petit coup de stress aussi quand même parce que vous allez dans un centre d'examen pour passer votre examen du coup. Donc c'est un peu stressant. Faut vous entraîner, mais c'est pas votre score aura toujours une partie un peu subjective, votre score final. Moi, je pense que le plus important, c'est de discuter avec un ou des anglophones. Je sais qu'il y a un site internet dont j'ai oublié le nom sur lequel vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez apprendre et vous avez des différentes activités durant lesquelles vous pouvez rencontrer des anglophones, des hispanophones et tout ça et vous pouvez discuter avec eux. Je sais que c'est ma tante qui m'en a parlé. Et donc j'ai découvert ça. Alors moi j'ai pas eu l'audace d'y aller, très honnêtement, j'avais un peu peur. Et c'était ce qu'elle m'a proposé, c'était d'aller à une sorte de speed dating. Donc j'allais être avec des anglophones. On allait parler 20 minutes en anglais, donc échanger pendant 20 minutes et ensuite en français pour que eux s'améliorent en français également. Et en fait, pour moi, il n'y a que comme ça que vous allez vous améliorer en anglais. Mais vous allez améliorer dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ouais, vous allez toujours faire des fautes. Ouais, vous allez peut-être pas savoir conjuguer correctement. Mais au moins, c'est la seule manière de vous rendre compte de votre vrai niveau d'anglais. Parce que personnellement, avant de venir ici, même avant de passer mes certifications d'anglais, donc du TOEIC, il y a plus d'1 an maintenant, je pensais avoir un très bon niveau d'anglais, déjà de base. Et c'était pas forcément faux, mais c'était pas 100% vrai non plus. La preuve, j'ai raté mon TOEIC. Même encore aujourd'hui, il y a des cours que je ne comprends pas forcément. Mais depuis que je suis ici, je parle en anglais tout le temps, je pense en anglais, parfois même je rêve en anglais. Enfin, ça m'arrivait déjà en France, mais maintenant ça m'arrive de façon beaucoup plus récurrente de rêver en anglais. Je fais absolument tout en anglais. Et donc, c'est pour ça que j'attends la fin de cette année pour repasser une certification éventuellement pour être sûre d'avoir un bon niveau. Mais même après cette année, je sais pas si je serai apte à avoir un bon score dans ce genre d'examen qui reste très théorique. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que ça reste très théorique. Je me rends compte au montage que ce que je n'ai pas précisé également, c'est que oui, ce genre d'examen, c'est très théorique effectivement, mais également les examens de ce type et les examens en général ne conviennent pas à certaines personnes. Il y a vraiment des personnes qui sont faites pour les examens, voilà, elles sont nées pour ça et elles sont faites pour apprendre des choses par cœur et aller recracher le jour J de l'examen, mais voilà, il y a des personnes pour qui les examens
ça leur correspond pas et c'est comme ça et c'est pas grave. Malheureusement, c'est injuste parce que du coup, ça marche pas dans ce genre de situation, mais faut l'accepter et je pense que je fais partie de ces personnes. Et donc il faut se mettre en tête que voilà, c'est de la théorie et c'est comme n'importe quelle matière que vous avez à l'école, bah vous allez l'apprendre de façon théorique. Et si vous ne pratiquez pas, ça ne sert à rien. D'où le fait que je n'aime pas, enfin je n'aime pas, c'est mon avis personnel encore une fois, hein, mais moi je ne conseille pas de passer le TOEIC parce que le TOEIC, vous cochez juste des cases. Et bah, si vous ne parlez pas anglais mais que vous avez un gros coup de chance ce jour-là, vous pouvez cocher les bonnes cases. Et c'est pas pour autant que vous savez parler anglais. Enfin, moi c'est pour ça que le TOEIC, je trouve ce test absolument lunaire parce que je le trouve d'une inutilité sans nom parce que vous ne parlez pas anglais. Donc déjà, quel est l'intérêt de certifier ton niveau d'anglais si tu ne parles pas anglais en fait? Quel est l'intérêt de certifier ton niveau d'anglais si tu n'entends pas une vraie personne parler avec toi et converser avec toi? Le TOEIC, vous allez avoir une partie effectivement orale où vous allez entendre des audios de quelques secondes. Vous allez devoir cocher des cases. J'ai l'exemple parfait de ce que je vais vous raconter. Une amie m'a dit un jour que lors de son test TOEIC, elle a eu une question. Les gens dans cet audio mangent-ils au restaurant ou mangent-ils sur un bateau? Et le truc, c'est que c'était des gens qui étaient en croisière et qui mangeaient littéralement dans un restaurant dans le bateau. Et en fait, c'est ça, moi, qui me dérange le plus dans ce genre de test, c'est que vous avez des questions débiles, autant vous le dire, parce que là, en l'occurrence, dans l'audio que je viens de vous prendre en exemple, il mangeait à la fois dans un restaurant et à la fois dans un bateau. Quelle est la bonne réponse? C'est clairement une question piège. Et vous avez quasiment que des questions comme ça. Et voilà. Alors après, je connais moins les ULTS, le TOEFL, et le Cambridge. Je connais plus le Duolingo test et le TOEIC. Je connais un petit peu plus les ULTS parce que je me suis aussi entraînée sur les ULTS. Mais en tout cas, le TOEIC, vraiment, je vous le conseille pas du tout. Et en plus, il y a de moins en moins d'universités qui demandent le TOEIC. On demande de plus en plus le TOEFL et ULTS. Le Cambridge est aussi un examen très reconnu. Et de plus en plus le Duolingo test, comme je vous le disais. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, en 2022, je vous conseille surtout TOEFL, ULTS, Cambridge, qui sont des examens un peu plus chers que le TOEIC et le Duolingo test, c'est vrai. Mais ce sont des examens qui vous serviront vraiment longtemps, surtout le Cambridge, parce que comme je vous le disais, le Cambridge, il est valable toute une vie, donc ça c'est vraiment chouette. Mais soyez attentifs s'il y a un autre examen qui apparaît dans les quelques années à venir, soyez attentifs à avoir vraiment une partie parlée, où vous devez vous exprimer en anglais, sinon ça n'a clairement pas d'intérêt, parce que personnellement, j'ai pas passé le Duolingo test ou l'IELTS, mais je me suis entraînée à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais très fluide dans ma manière de parler. Je savais que je faisais des fautes, mais j'étais fluide dans ma manière de parler et je savais argumenter sur les différents sujets que l'examen blanc me proposait en fait. Et je pense que vis-à-vis d'un juge, ça peut plus facilement passer. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi je considère à l'heure actuelle que j'ai quand même un très très bon niveau d'anglais et que c'est pas pour autant que je suis parfaitement bilingue. Je fais des tas de fautes. Hier soir, j'avais mon ami anglophone qui était là, donc mon ami américain, et on a discuté et à la fin j'étais très fatiguée, donc je le comprenais toujours autant, mais par contre moi j'avais un petit peu plus de mal à m'exprimer parce que voilà, j'étais fatiguée, donc ça dépend aussi du mood encore une fois dans lequel vous êtes. Je pense que je vais pas tarder à clôturer cette vidéo parce que ça doit faire des plombes que je parle. Mais moi je vous conseille de passer une certification si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire. Ne passez pas une certification juste pour le fun. Faites-le pour votre Erasmus ou si vous voulez postuler à un job à l'étranger. Voilà, c'est très utile. Honnêtement, je pense que c'est très utile d'avoir une certification comme ça si vous voulez parler anglais et vivre dans un environnement anglophone en fait, tout simplement. Mais voilà, faut vous entraîner, faut entraîner votre oreille, faut entraîner votre cerveau à penser en anglais. Parlez vous-même aussi en anglais, ça c'est un très bon conseil que je peux vous donner. Parlez tout seul en anglais et dès que vous avez un mot sur lequel vous butez, et vous cherchez sur internet et vous essayez de réutiliser ces mots. Parce que oui, le plus important quand vous apprenez un mot, c'est de le réutiliser régulièrement. Même si vous le dites juste comme ça en haute voix, c'est pas grave, juste utilisez-le parce que sinon vous allez l'oublier, c'est sûr et certain. Je pense que j'ai tout dit. Sur ce, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours très plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis canavo.